Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est la dernière partie de cette édition de Rabat et c'est l'heure de l'entretien culture. En 2004, il publiait Les Nouveaux penseurs de l'islam, un ouvrage très remarqué dans lequel il présentait l'approche historique critique pour renouveler l'interprétation et la lecture du texte coranique. Depuis, Rachid Benzine poursuit ses travaux de recherche et s'attaque désormais à d'autres genres. À l'essai, il faut maintenant ajouter la fiction ainsi que le théâtre. De passage au Maroc, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir pour nous parler de tous ces travaux. Monsieur Benzine, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Rachid Benzine, on commence avec votre actualité. Vous venez de publier il y a quelques jours avec l'écrivain et comédien Smail Saïdi, dont la pièce Djihad a connu un grand succès l'an dernier en Belgique et en France. Cet ouvrage s'appelle Finalement, il y a quoi dans le Coran? Et c'est un dialogue plutôt léger, sur le ton de l'humour, avec Smail Saïdi. Pourquoi avoir choisi ce traitement pour évoquer toutes les questions qui sont posées dans cet ouvrage? Tout simplement parce qu'on a voulu débroussailler un certain nombre de questions qui sont polémiques dans l'espace médiatique et qui sont souvent utilisées par un certain nombre de mouvements identitaires ou islamistes radicaux pour avoir encore plus de divisions. On a voulu simplement, avec Ismaël, lui qui vient finalement de la comédie, avec un ton de l'humour, donc c'est quelque chose qui est simple mais qui n'est pas simpliste, et on aborde des questions qui font polémique aujourd'hui. C'est toutes ces questions auxquelles on pense spontanément et qui sont aujourd'hui utilisées à la fois par les détracteurs de l'islam et au contraire par ceux qui prônent un discours radical. C'est quoi? C'est la polygamie? C'est la violence dans le Coran? En tout cas, c'est un certain nombre de problématiques. La question du mécréant, du kafir. Est-ce que le terme kafir signifie mécréant dans l'espace de l'Arabie du 7e siècle? C'est le rapport aux juifs, c'est le rapport à la violence, c'est la question du djihad, c'est la question des femmes, c'est la question du voile. Donc des questions qui sont quand même assez sociales, problématiques, mais qui sont devenues aussi théologiques. Et on a essayé de les aborder pour les sortir à la fois du discours qui utilise, je dirais, ces éléments de polémique pour dévoyer l'islam il est violent. Donc le discours de dénigrement? De dénigrement, soit un discours de l'apologie en disant l'islam c'est la paix, ou encore un autre type de discours qui va utiliser ces éléments pour diviser encore plus les sociétés. Et donc par le biais de l'humour, on a voulu, je dirais, faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Alors vous aviez déjà publié en 2013 un autre ouvrage, Le Coran expliqué aux jeunes, dans lequel vous posiez déjà un certain nombre de questions essentielles sur le Coran. Qu'est-ce qui est différent dans ce nouvel ouvrage que vous signez avec Smail Saïdi? Le livre, comme vous le dites, date de 2013. Donc c'est un livre qui s'adressait d'abord aux ados avec une pédagogie qui est assez importante où j'aborde un certain nombre de questions. Ce qui se passe avec Smail Saïdi, c'est qu'on va directement sur des sujets qui fâchent, sur lesquels il y a des interprétations de part et d'autre qui sont fixées et qui empêchent véritablement le débat et de pouvoir finalement avancer. Et entre-temps, j'ai beaucoup avancé sur une lecture historique du Coran, une lecture historique et anthropologique, sur laquelle j'ai découvert un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai publié. Et il s'agissait là encore de les mettre à la disposition du grand public. Donc on y découvre de nouvelles choses? On y découvre beaucoup de nouvelles choses, et pas simplement pour les jeunes, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent être véritablement déstabilisés lorsqu'on a ce type d'approche historique du Coran. Alors justement, c'est une excellente transition. Cette approche historique critique du Coran, en quoi elle consiste et sur quoi repose-t-elle? Tout d'abord, c'est une approche historique, ce n'est pas une approche qui s'appuie sur la tradition islamique, parce que souvent, les musulmans tiennent leur tradition islamique pour de l'histoire. Et je le dis souvent, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Il y a un véritable déficit d'histoire en ce qui concerne l'approche du Coran. Et quand on veut étudier le Coran d'un point de vue historique, il y a quand même 3 conditions. Il faut un temps, un lieu, un groupe humain. Si vous mélangez le Coran et la tradition prophétique, vous mélangez 2 textes qui émanent de 2 sociétés complètement différentes, 2 imaginaires, 2 représentations et qui ne s'adressent pas à la même population. Donc il s'agit de quoi? De revenir à l'instant T de l'émergence de la parole coranique pour comprendre l'environnement dans lequel elle prend naissance? C'est-à-dire qu'il faut essayer de ramener le Coran en le déconnectant de tous les textes qui viennent après. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Coran, nous avons l'environnement, et nous avons la langue arabe qui a fossilisé des idées, des croyances dans cet état de société. Et lorsqu'on fait ce travail-là, on découvre qu'en fait, l'islam au départ, c'est pas une religion, c'est une alliance. Parce que le terme religion est un terme latin qui n'est pas du tout opératoire pour la société du 7e siècle. Les Arabes de l'époque avaient un type de religieux où c'était pragmatique, c'est-à-dire on faisait une alliance avec une divinité et cette alliance, elle devait être profitable. Donc si elle n'est pas profitable, on sortait finalement de l'alliance. Et le terme din dans cette société ne signifie pas religion, mais signifie soit yawm ad-din, jour du jugement, soit la voie à suivre. Donc ce que vous voulez dire, c'est que pour comprendre l'interaction qui s'opère entre le prophète de l'islam et puis le
le groupe humain d'origine qui reçoit cette parole. Il faut revenir à une compréhension anthropologique, culturelle, de l'imaginaire de l'époque? Absolument, c'est-à-dire il faut saisir d'abord l'environnement, la société, comment elle fonctionne, la notion de clan, la notion de tribu, qu'est-ce que c'est qu'un chef, quels sont les systèmes de relations de parenté et l'alliance. La femme aussi, parce que c'est un des éléments sur lesquels on convoque aussi aujourd'hui beaucoup le Coran. Oui, vous savez, je dirais la condition féminine, elle est celle de l'état de la société du 7e siècle. Il faut arrêter de penser que l'islam va innover là-dessus, que le prophète serait féministe avant l'heure. Ce sont des projections que nous n'arrêtons pas de faire, puisque le féminisme est devenu aujourd'hui une donnée majeure de nos sociétés avec la question de l'égalité homme-femme. Et nous avons tendance, sans nous en rendre compte, à projeter nos idées, nos désirs sur le texte. Mais en fait, nous ne lisons pas le texte, nous ne faisons que nous lire nous-mêmes, c'est-à-dire que le texte devient le miroir finalement de ce que je suis. Et ça, je crois qu'il faut à un moment en sortir. Alors, il nous reste 3 minutes. On va parler d'un autre support que vous avez utilisé pour justement transmettre et expliquer cette pensée critique. C'est votre livre qui a été publié à la rentrée dernière, en octobre, aux éditions du Seuil. Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir? Et là, vous changez complètement de genre. Il s'agit d'une fiction, d'un roman épistolaire entre deux personnages. Pourquoi avoir choisi ce support de la fiction? Que permet-elle que l'essai scientifique et historique ne permet pas? En tout cas, les essais sont souvent très restreints, d'abord en termes de public, parce qu'il faut être à l'intérieur pour tenter de comprendre ce que nous disons. Ce sont souvent des concepts très abstraits qui ne parlent pas à tout le monde, et qu'il faut bien comprendre que la fiction elle a cette capacité de bouleverser les imaginaires. Et je dirais que la fiction, elle est beaucoup plus vraie que tous les essais que nous pouvons donner à voir. Et pour moi, il s'agissait de faire débattre, je dirais, deux positions, deux postures. Un père philosophe critique qui a enseigné tous les rudiments de la critique à sa fille et une fille brillante qui a fini par rejoindre Daesh. C'est un échange épistolaire qui dure 2 ans avec ce lien, en parlant de Daesh, par l'intime. Parce que je pense qu'en passant par l'intime, par l'émotionnel et par la raison, on a peut-être une capacité de comprendre pourquoi un certain nombre de jeunes peuvent être attirés par cette idéologie qui est à la fois une révolution qui se veut à la fois théologique et politique. Donc il va falloir travailler sur ces deux dimensions. Sur le travail théologique et politique. Alors cet échange épistolaire, il se fait entre deux personnes qui sont liées par un lien, une relation filiale, donc le dialogue est possible. Ouais. Mais est-ce qu'il est audible, ce dialogue, dans des sociétés qui sont de plus en plus clivées et qui ont du mal à comprendre le phénomène djihadiste? Il est difficilement audible dans l'espace médiatique parce que dès que nous entrons par la sociologie, par l'histoire ou autre discipline, on a l'impression qu'on est en train d'excuser les djihadistes. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de déplacer ça sur la fiction et notamment la pièce de théâtre, parce que c'est devenu un espace de théâtre où les gens assistent pendant 1h15 à un échange épistolaire. Et donc on voit bien qu'ils sont travaillés par ce discours. Et je crois que l'espace du théâtre, l'art, reste peut-être le seul lien où on peut subvertir un peu nos représentations. Alors, dernière question, il nous reste 30 petites secondes. Le discours de cette héroïne Nour dans ce roman est très fort, il est très persuasif, il est même presque convaincant. Est-ce que ça veut dire qu'on aura du mal à désamorcer tout ce qui fait que Daesh aujourd'hui arrive à séduire des jeunes? Je crois qu'on aura du mal parce qu'on se situe finalement sur le même paramètre. Et tant qu'on ne sera pas sorti du religieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à du religieux par du religieux. On répond à du religieux idéologique par l'histoire, parce que finalement, chacun va rester dans sa position. Eux, ils resteront dans leur position, et donc ça ne sert à rien de leur mettre un islam soufi. Il faut changer l'argumentaire. Il faut changer l'argumentaire et aller en lutte contre l'idéologie par l'histoire. Merci beaucoup Rachid Benzine d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc ce dernier ouvrage avec Ismail Saïdi. Finalement, il y a quoi dans le Coran? C'est aux éditions La Boîte de Pandore. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de l'édition de Rabat. Merci pour votre fidélité. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. Et quant à nous, avec toute l'équipe, on vous retrouve demain à 16h pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.